Coucou Noam, Hello. c'est un kiff de te recevoir, merci d'être là. Bah, je suis ravi. Merci beaucoup de l'invitation, finalement. Finalement, tout simplement. T'es une star, t'es une superstar, Makoumé superstar. Exactement. J'ai failli faire un effort artistique quand on a dit star. Je me suis dit, c'est Il manque quelque chose, il manque un superlatif. I don't know who the fuck you're talking about, but it's not me. J'aime trop. T'es en tournée dans toute la France avec, je l'ai dit, ton spectacle, il s'appelle Makoumé Superstar. Oui. Et là, il reste 2 dates à Paris, à la Nouvelle Ève. C'est ça, le 27 et le 28 mars, à la Nouvelle Ève. Donc, trop content. C'est la fin d'une résidence, une très belle résidence qu'on a fait. On a commencé en novembre et là, on arrive à la fin de beau cycle. Et je suis trop content. À la base, Makoumé, c'est une insulte. Oui. Pourquoi ce choix comme titre de spectacle? Parce que Makoumé, ça signifie pédé en créole et c'est l'insulte que j'ai le plus reçu en grandissant dans mon adolescence. Enfin, je me suis fait insulter de Makoumé littéralement, plus longtemps de ma vie qu'aujourd'hui je sois hard, tu vois. Donc j'ai passé plus de temps à me faire insulter de Makoumé que être Makoumé superstar. Ce qui fait qu'en fait, en écrivant mon premier spectacle, je voulais faire un spectacle qui puisse me présenter au monde et puis aussi parler de moi et du coup de mon identité assez multiple avec mon intersection en tant que personne noire et queer. Et du coup, je trouvais ça bien parce que le mot Makoumé, ça reflétait pour moi cette notion d'intersection. Parce que Makoumé, c'est un mot qui est utilisé aux Antilles, donc ça veut dire que c'est une personne, pour moi, au début, je disais que c'était une personne queer et caribéenne. Donc, c'était un peu une bonne revanche sur la vie. Totalement. Toi, t'as une personnalité qui est très forte, très assumée. Ça a toujours été une force? Ça a toujours été une force. Je pense que le fait d'avoir cette personnalité, alors, à la fois très, plutôt solaire qu'affirmé. Avant, c'était plutôt solaire parce que moi, en grandissant, c'est quand même quelqu'un de très timide. Et je suis toujours très timide en réalité. Ah ouais? Oui. Je suis juste extraverti, ce qui fait que je noie tout ça dans n'importe quoi, mais genre, je suis très peur de faire tout ce que je fais. mais c'est vrai que c'est ce côté très solaire et côté très, mais tout extraverti, ça m'a beaucoup sauvé de plein de situations, du fait de me dire qu'en fait, le regard des autres m'atteignait sans vraiment m'atteindre, en fait. Et en tout cas, je le laissais pas paraître. Donc, ça a été un peu une force pour avancer. Les gens disaient, il est fort et tout, machin. Mais bon. Toi, aujourd'hui, tu t'en fous du regard des autres? Je sais pas si on s'en fout vraiment du regard des autres à un moment. Je pense qu'on fait un travail sur nous pour pouvoir faire en sorte de se dire, en fait, c'est ok. Mais je pense qu'on on se soucie quand même un peu tous, chacune de ce que les gens pensent de nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'importance dans ma vie. Donc, vraiment que les gens m'insultent de Makoumé, c'est plus un problème dans ma vie. Que les gens n'aiment pas mon travail, c'était pas un problème dans ma vie parce que je sais que je suis le meilleur dans ce que je fais. J'aime trop. Donc mais tu sais, parfois j'ai des petites critiques qui parfois ça me pique, hein. Je pense que parfois c'est la masse de parfois quand je me rends compte de la masse de critiques que tu peux recevoir juste parce que je suis gay. Parfois il y a des moments où j'ai des petits moments de oulala. Enfin, c'est pas normal de recevoir ton insulte juste parce que je suis gay, tu vois. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, notamment. Jamais dans la rue. Personne n'est assez fou pour ça. Je te roule dessus, je te le dis. J'aime trop. Et comment tu vis les réseaux sociaux, toi, justement? Parce que t'es très présent dessus en tant qu'artiste pour faire ta promo, pour créer du contenu. Mais après, j'ai une chance d'avoir quand même construit une belle communauté autour de moi. Et en fait, c'est vrai que en tout cas, les messages de haine, alors j'ai découvert un truc assez fou, c'est qu'en fait, maintenant, quand tu postes sur Instagram, tes posts sont automatiquement postés sur Facebook. Oui. Et j'ai découvert récemment une page Facebook à mon nom, mais qui est alimentée par mon compte Instagram. Et en fait, j'étais en mode, j'utilise pas Facebook, est-ce que j'ai 63 ans? Non. Et du coup, du coup, il y avait vraiment j'ai toute une vie sur Facebook que je t'ai pas informé. Et des commentaires? Et des commentaires, mais j'ai jamais vu ça. Je crois que Facebook, c'est vraiment pour moi l'enfer. Je pense que si l'enfer avait un réseau social, ce serait Facebook. Et Twitter. Ouais, j'allais dire voilà. Et Twitter, mais je pense que Twitter essaye de face. Moi, je pense que Twitter, c'est l'enfer des jeunes. Facebook, c'est l'enfer des vieux. Tu vois. Mais bon. Donc, oui. Donc, beaucoup de commentaires de haine sur Facebook. Mais c'est vrai que c'est pas les commentaires que je regarde. Sur Instagram, c'est là où je passe mon temps. Et les gens sont assez cool. Parfois, bien sûr, j'ai des trucs, hein, sur les réseaux et tout. Mais en vrai, ça m'amuse parce que c'est souvent des gens qui font des fautes d'orthographe, qui sont pas beaux, et qui n'ont pas beaucoup d'arguments. Et je suis en mode, franchement, darling, reviens avec un full package de quelque chose qui peut m'attaquer, qui peut me faire mal, parce que là,
je te roule dessus, again. J'aime trop. Et toi, ça t'empêche pas de continuer à être flamboyant et à être authentique sans concession, finalement, sans chercher à leur plaire? Au contraire, ça me pousse justement à aller encore plus loin. Je sais que j'ai un, j'aime bien dire j'ai un défaut, mais qui est une très belle qualité, qui est qu'en fait, lorsqu'on me dévisage dans la rue, je deviens subitement très 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 pédé. C'est vraiment genre je passe de pédé à gros pédé vraiment en fraction de seconde parce que je vais juste te montrer que si tu vas être énervé, tu vas être énervé jusqu'au bout. Franchement, tu vas frôler la rupture d'anévrisme and I will love it. Franchement, et j'appellerai les pompiers parce que je suis quand même altruiste. Donc voilà. T'es un bon citoyen quand même. Je suis un bon citoyen quand même. Je te fais frôler la crise et après je te dis bon, petit position latérale de sécurité, j'ai mon passe là de secours. J'ai fait ça. T'as fait du secourisme? Non, j'ai fait ma journée d'appel. J'adore. Mais en fait, toi, finalement, t'es très, très fier de ce que tu es malgré les attaques. Et peu importe les attaques, ça t'atteint, mais ça ne questionne pas profondément qui tu es et ce que tu représentes. Toi. En fait, ça peut m'atteindre quand ça arrive parce que, en fait, c'est vrai que, en fait, je pense que même toutes les personnes aussi flamboyantes, toutes les personnes aussi solaires, on a forcément des mauvais jours. Hein, donc, s'il y a une combinaison de, je suis pas dans mon meilleur jour et que, ou je suis fatigué ou je suis malade et que, en plus de ça, j'ouvre Instagram et que je me fais insulter, tu sais, ça va forcément arriver dans une brèche qui sera pas confortable, mais ça va pas remettre en question mon travail et l'estime que j'ai de moi-même. Ça va juste aller toucher des peut-être des traumas enfouis et je vais juste me dire en fait ça va me durer 2 heures, ça va me trotter, je vais être un peu énervé, mais je vais jamais me dire en fait non, je mérite pas d'être ceci, je mérite pas ce que je fais. J'ai pas de syndrome de l'imposteur, c'est ce que j'ai dit sur scène, j'ai un syndrome de l'homme blanc hétérosexuel. Je me sens très légitime partout où je vais et j'ai une très haute estime de moi-même, jamais on pouvoir m'empêcher d'être, the baddest bitch in town. C'est quoi le syndrome de l'homme hétérosexuel? C'est en fait parce que le syndrome de l'imposteur, c'est en fait les gens qui ne se sentent pas légitimes, qui souvent se remettent en question, alors que le syndrome de l'homme blanc, c'est en fait il se remet jamais en question et que genre pour lui genre c'est lui le roi du monde. And I think like the king of the world. J'aime trop. Et toi, finalement, c'est quoi justement le grand message de ton spectacle Makoumé Superstar? Alors, je pense que le grand message de mon spectacle, c'est un message de flamboyance et dans le sens le plus large. Je pense que c'est un spectacle qui parle vraiment à tout type de personnes et on le voit maintenant au spectacle. Il y a de plus en plus de personnes très différentes qui arrivent au spectacle et qui apprécient le spectacle. Au début, c'était vraiment des personnes queer et des meufs qui venaient. Aujourd'hui, on a vraiment tout un panel de personnes assez éclectiques. Donc, le message du spectacle, c'est vraiment en fait, allez être vous-même et la version la plus poussée de vous-même et soyez encore plus que ce que les gens peuvent penser que ce que vous pouvez faire. Genre ne vous limitez pas et puis faites-le en flamboyance, faites-le en collectif. Et je pense qu'il y a 3 clés dans mon spectacle, c'est le fait d'être fier de soi, l'importance du collectif et l'importance de se protéger collectivement surtout. Et justement, vu les actualités, pourquoi c'est important pour toi de visibiliser les personnes noires et les personnes queer et de les représenter? Mais parce qu'on voit l'actualité justement, on voit bien à quel point il y a plusieurs régions où nos droits sont en danger et tu sais on a en France là, ce privilège de regarder un peu l'actualité avec beaucoup de recul comme si c'était si loin de nous, alors que on regarde par exemple des personnes trans aux États-Unis qui se font retirer leurs droits, les femmes qui se font aussi retirer le droit à l'avortement, un droit aussi fondamental. Au Sénégal, t'as des personnes qui on endurcit les lois contre l'homosexualité et en fait et j'ai envie de dire la France, on n'est pas si loin de tout ça. L'extrême droite est à nos portes. Enfin là, 2027 arrive, c'est les présidentielles, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc c'est important pour moi de prendre la parole sur ce sujet-là et d'être engagé sur ce sujet-là parce qu'en fait, la lutte n'est pas finie, elle est loin d'être finie. On doit continuer à se battre et se pousser pour pouvoir faire en sorte que les choses ne bougent pas, ne reculent pas, mais qu'elles avancent. L'humour, c'est politique? L'humour, c'est forcément politique, comme tout est politique. Moi, je pense vraiment que tout est politique. Je pense que faire un podcast, c'est politique. Je pense que ne serait-ce que porter ce qu'on veut, c'est politique. Parce qu'en fait, à partir du moment où ce que tu fais peut avoir une incidence sur la masse, ça devient quelque chose de politique parce que du coup, les gens vont essayer de porter un jugement, les gens vont essayer de considérer que c'est quelque chose de la masse. Et je pense que c'est important de se rappeler qu'en fait, en tant qu'humoriste, on a aussi ce devoir-là parce qu'on prend la parole devant énormément de personnes. Enfin,
moi je suis une superstar donc devant beaucoup de personnes, Évidemment. mais Minimum. mais tu vois, mais en fait je pense qu'à partir du moment où tu prends la parole devant autant de personnes, en fait les gens te donnent une sorte de confiance pour écouter ce que tu vas leur dire et ce que tu vas leur apporter. Et je peux pas me permettre d'apporter n'importe quoi aux gens. Et c'est pour moi cette notion-là que c'est très politique l'humour. Et pour toi, c'est aussi célébrer la communauté queer et Voilà. faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls. Exactement. Moi je pense que il y avait moi j'avais vraiment un vrai besoin de représentation en grandissant. Parce que j'avais pas beaucoup de représentation en grandissant queer et racisé. Ce qui fait que j'avais ce vide-là en moi de me dire, OK, il y a plein de personnes queer qui existent. J'avais beaucoup de modèles tels que Lady Gaga, tu vois, basic bitch, tu vois, classique. Mais c'est vrai que, en fait, je disais, où sont les noirs, où sont les gens qui me ressemblent? Et c'est vrai que, bien sûr, j'en ai trouvé au fur et à mesure de mon chemin. Et je me suis dit, en fait, il faut multiplier ces identités-là pour que les jeunes puissent aussi avoir des repères, des accroches dans tous les milieux. Parce que on existe beaucoup dans les milieux artistiques, mais je pense qu'on peut les visibiliser. Enfin, dans tous les milieux, on existe et il faudrait visibiliser toutes nos identités partout. Je pense qu'il y a des très bons boulangers qui sont queer, des très bons Enfin, on a le droit de faire tout ça, et je pense qu'on se prive de pas mal de choses parce qu'on a peur et parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Et c'est une façon de résister, l'humour? Oh, oui, résister, c'est un bien grand mot. Moi, je fais des blagues dans des caves, mais oui, je pense que c'est une façon de résister, notamment dans des cas d'extrême urgence tels que la situation politique d'aujourd'hui. Je pense que c'est une arme quand même assez cool parce que ça met des graines, enfin, disperse des graines dans l'esprit des gens qui vont peut-être grandir plus tard, fleurir plus tard ou pas. Mais en tout cas, on a la possibilité de donner des billes aux gens et ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est une arme redoutable, l'humour, parce que du coup les gens ne se rendent pas compte qu'ils réfléchissent. C'est je suis PD. Et en fait là, je viens de dire attention au PD, parce qu'on est incroyable. Et du coup, tu te rends pas compte et après tu sors, tu te dis mais finalement il avait raison le PD. Pourquoi on n'arrêtait pas de traiter de PD? Et puis voilà, j'ai changé le monde. Non, mais vraiment, finalement, c'est aussi simple que ça. Non, mais c'est éducatif, l'humour. Et je sais que t'es proche de Lou Trottignon, qui fait un spectacle Mérou, qui parle beaucoup du fait c'est une personne trans qui est non-binaire. Et il attire évidemment beaucoup de personnes de la communauté, mais c'est aussi super d'aller dans ce genre de spectacle pour apprendre ce que c'est la non-binarité, pour apprendre ce que c'est la transidentité et pour s'éduquer. Donc l'humour, ça a aussi cette vertu-là, quoi. Ça a cette vertu d'apprendre énormément de choses, et je pense que Lou on a l'exemple parfait pour moi. Je pense que un spectacle qui à la fois est extrêmement drôle, extrêmement bien écrit, extrêmement bien mis en scène, mais qui aussi apporte des notions qui sont très méconnues encore aujourd'hui en France. Pour moi, l'exemple parfait d'un spectacle qui remplit toutes ces cases, c'est Lou, et il le fait très bien, et c'est fou à quel point il a apporté quelque chose de fou à la cause, en tout cas au fait que les personnes trans soient mieux reconnues, mieux définies, qu'il y ait plus d'informations correctes sur ce sujet. Donc oui, Lou Trottignon, superstar aussi. Mero, superstar. Tu partages ta couronne? Bien sûr. Mais une superstar, c'est le principe d'une superstar, hein, pour moi. Une superstar, c'est une personne qui n'a pas besoin de se mettre en compétition. Genre, elle brille, elle partage sa lumière, parce que si tu regardes, en fait, une superstar qui brille toute seule, c'est juste une star ridicule. En fait, on veut une constellation de superstars. Tu vois, tu vas pas aller dans un champ pour regarder genre une étoile qui brille. Tu vas aller dans un champ pour regarder plein d'étoiles qui brillent. C'est ça qui fait la beauté du ciel. J'aime trop l'entourage, c'est important pour toi, du coup. L'entourage, c'est super important pour moi. Je dis vraiment dans le spectacle, mon entourage, ça m'a sauvé. M'entourer de gens qui me comprennent, qui me respectent et qui me poussent. Je pense qu'il y a rien de plus puissant comme moteur pour avancer dans la vie. Je pense que beaucoup de personnes queer se sentent seules, et c'est aussi ça qui fait que il y a beaucoup de personnes queer de jeunes personnes queer qui se suicident parce qu'elles se pensent seules, elles pensent qu'elles ne pourront pas y arriver, qu'elles n'ont aucun avenir, et du coup elles finissent par passer à l'acte l'impensable. Et c'est ça, et c'est pourquoi je fais un travail pour pouvoir faire en sorte de visibiliser nos luttes, en cas mettre ma pierre à l'édifice, parce que je pense que c'est important de leur dire que personne n'est seul, on n'est pas seul, on trouvera toujours quelqu'un pour nous écouter, et pour pouvoir trouver la lumière qui est en nous pour nous faire briller. Amen. Amen. J'adore Dieu. Je parle de Beyoncé. Je te kiffe. Le coming out, ça a été un sujet pour toi? Alors,
Oui et non. En fait, le coming out, c'est un sujet parce que j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai pensé au pire scénario toute mon adolescence. J'étais en mode, en fait, je vais leur écrire une lettre. Après, je vais partir de la maison avec ma valise. Ou alors, je vais dire, je pensais que ça allait être un drame. Et en fait, ça s'est passé très naturellement. Mon père m'a appelé après m'avoir vu partir en vacances à Palma. J'avais un kimono bleu. Il s'est dit, en fait, kimono bleu, forcément homosexuel ce garçon. Alors que, bien sûr, j'étais majorette. Donc, le mec n'a aucune notion des priorités. Mais, donc avec mon père, c'était un peu, il m'a posé la question, j'ai dit oui. Ça a eu des up and down. Ma mère, c'était très rassurée. Ma mère, il n'y a pas eu de déclaration. Ma mère m'a dit juste, tant que t'es pas un terroriste, tant que t'es pas un meurtrier, ça me va. Et j'étais en mode, merci madame, mais ça n'a aucun rapport. Donc en fait, donc ça a été un sujet de peur toute mon adolescence jusqu'au moment où ça arrive vraiment, où ce n'était plus un sujet parce qu'au moment où c'est arrivé, en fait, j'avais déjà mon indépendance, j'avais déjà ma liberté, donc en fait, c'était plus un sujet pour moi. Et là où ça avait vraiment une vraie pression sur mon mental, c'est à la période où j'avais aucune liberté parce que je dépendais de mes parents et je me disais qu'en fait, si je fais mon coming out maintenant, si ça arrive, si ça s'apprend, en fait, je risque de perdre beaucoup. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris mon appartement, j'ai commencé à payer mon loyer, en fait, le fait que les gens puissent savoir si je suis gay ou pas, enfin, on n'avait rien à faire parce qu'en fait, je suis en mode, mais en fait, vous n'avez aucune incidence sur ma vie aujourd'hui. Exceptionnel. Toi, t'es un rôle modèle aujourd'hui pour la communauté queer. Rôle modèle, tu aimes ce terme? Il te convient? Écoute, il y a un modèle dedans. Il y a modèle dedans, on prend. Un mannequin, Je demande la validation de la superstar. Rôle modèle, j'aime bien le terme rôle modèle. Après, c'est vrai que j'aime bien dire que j'ai beaucoup d'ego, mais sur ce sujet-là, j'aime pas me déclarer rôle modèle, mais si tu le dis. Moi, je le dis, je me permets de le dire. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Excellent. T'es un rôle modèle aujourd'hui pour la communauté queer. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, par exemple, un jeune, une jeune, qui aimerait faire son coming out, mais qui n'ose pas? Si tu veux faire ton coming out, si tu veux vraiment faire ton coming out et que tu te sens prêt, moi, j'aime bien dire qu'il faut quand même, en fait, ça nous met quand même une pression mentale. J'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais je pense que c'est aussi important de faire attention dans le système dans lequel on s'insère, de vraiment prendre en compte toutes les tenants, les aboutissants, exactement de ce qui va se passer. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est important de s'assurer qu'on est en sécurité. Je pense que c'est important parfois si on est prêt à le faire, do it, parce que j'ai pas envie on se sente en pression. Ouais. Mais je pense que c'est bien d'y réfléchir vraiment à trouver le bon moment pour le faire. Parce que c'est vrai que ça peut à la fois détruire des vies, et à la fois pas du tout. Ça peut très bien se passer, et parfois on pense souvent que ça va se passer horriblement mal, et au final, non. Et puis c'est souvent les parents, j'aime bien dire que les parents, les vrais parents, s'ils ont des biais homophobes, ils vont faire leur crise au début, mais ils reviendront vers toi s'ils t'aiment vraiment. Et si tes parents ne reviennent pas vers toi, c'est qu'ils ne t'ont jamais vraiment aimé. C'est qu'ils ont voulu construire une vision de toi qui n'était pas la bonne. En tout cas, moi, je pars du principe où tu fais pas d'enfant si tu veux pas que ton enfant grandisse comme il le souhaite. Avant, je disais beaucoup, si tu veux pas d'enfant homosexuel, ne fais pas d'enfant. Parce qu'en fait, tu n'as pas la possibilité de savoir si ton enfant sera homosexuel ou pas. Donc, si tu veux pas d'enfant homosexuel, si tu veux pas de meuf, si tu veux pas un petit garçon, si tu veux pas, don't do child. Parce qu'en fait, on fait des enfants pour faire des enfants. Après, on n'a pas autorité sur la vie ce que les gens vont faire de leur vie. L'amour, c'est sans condition. Exactement. Arrêtez de faire les enfants, s'il vous plaît, les hétérosexuels. Oh. Non, mais... C'est mon message aujourd'hui. Don't do child. Genre, on n'en peut plus, là. Non, mais... J'aime trop. Mais vraiment, c'était une masterclass. Merci mille fois, Merci Noël. Je dis là-dessus parce que ça me semble être une vraie masterclass quand même. C'est horrible. Non, ne faites pas d'enfants. C'est un bonheur. Je mettrai les liens pour ta tournée, les spectacles à Paris. Du coup, il va nous rester 2 dates là pour le moment. 2 dates et quelques surprises qui arrivent pour la rentrée. On adore. Attitude de superstar. Merci mille fois. Merci à toi. Ça s'appelle Check le média. Ça te va qu'on se fasse un petit check de fin? Yes. Enfin, je me refuse de faire des checks en général. Je trouve ça tellement hétérosexuel. Il m'a dit la même chose, Maël, l'autre est mort. Bah, à des choses. On peut pas faire un petit à la fin pour rentrer homosexuel. Mais vas-y, mais bien sûr. Bam. Tu le fais tellement bien. Merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi.